Je me souviens à l'époque du voyage au Groenland, on avait fait des tests parce que voilà, il y avait très peu de précédents en fait de films de fiction tournés au Groenland. On avait fait des tests dans les frigos Picard la caméra et le chef opérateur étaient sortis vivants du frigo. On s'était dit que c'est bon, on pouvait y aller. Je suis venue pour mettre noir sur blanc l'avancée de mes recherches au calme. Et par la même occasion, essayer de raconter un peu de ma vie. J'en étais sûr, ça allait s'arrêter, c'est Ça évident. va repartir, t'inquiète pas. Comment tu te sens à quelques jours de la sortie? Et puis aussi, est-ce que ça fait toujours quelque chose, après plusieurs années, d'offrir un film au public? Effectivement, c'est J-3 ou J-4. Je me sens assez stressé, pour tout dire. Il y a beaucoup d'enjeux pour moi avec ce film. C'est un film qui, je dis ça à chaque fois, mais c'est à chaque fois vrai. Chaque nouveau film compte énormément pour moi. Et c'est un film aussi où il y a un enjeu un peu plus. Le film sort sur un peu plus de copies que mes films précédents, donc il y a vraiment un enjeu de tous les côtés. Donc voilà, moi j'ai très envie que le film soit vu par un maximum de gens. Donc il y a vraiment cette angoisse là. On livre finalement après 3 années de travail, de réflexion, on livre le film, on le laisse vivre sa propre vie. Donc il y a une part de stress. Et c'est vrai que c'est un truc comment dire, qui est un peu systématique, quoi, en fait. C'est-à-dire que plus on fait des films, on pourrait penser on s'habitue, mais non. À chaque fois, c'est la même chose, quoi. C'est retour au même stress de pré-sortie. Oui. En même temps, du coup, le film est figé et on ne peut plus y toucher. C'est vrai que tant qu'il n'est pas sorti, on peut toujours se dire bon, je peux modifier quelque chose. Et là, ça y est, c'est fini, il est offert au monde. Et, ça fait un petit moment. On a fait énormément d'avant-premières sur le film. J'en ai jamais fait autant. Voilà, et des présentations qui vont continuer après la sortie. Mais donc voilà, ça fait un petit moment que je sais que le film ne pourra plus bouger. Mais après, ce qui est très réjouissant aussi, c'est que les retours sont super. J'ai le sentiment que les gens comprennent le projet et adhèrent au projet et au personnage. Donc voilà, c'est un mélange de stress et aussi de confiance et de me dire, voilà, maintenant, il y a une forme aussi de hâte à pouvoir le partager. Du coup, à l'affiche de L'Incroyable Femme des Neiges, on retrouve Blanche Gardin. Et on a vraiment l'impression que le rôle a été écrit pour elle sur mesure. Alors, est-ce que c'est le cas? Et du coup, pourquoi tu l'as choisie pour incarner Colline? Oui, je dis tout le temps dans les interviews que si Blanche n'avait pas accepté le film, il n'y aurait pas eu de film. Et c'est vraiment la réalité de ce qui s'est passé, de ma démarche. C'est-à-dire que moi, quand je commence à écrire, j'essaie de pas penser à des personnages habituellement, à des comédiens, pardon, pour pas figer trop une image et me donner la possibilité d'un champ de possible plutôt large. Mais là, en fait, dès que j'ai commencé à dessiner les premiers traits du personnage de Colline Morel, Blanche s'est vraiment imposée. Et c'est vrai que si elle n'avait pas dit oui, j'aurais pas fait le film, j'aurais fait un tout autre film. Donc c'était très important. Et Blanche, pour plein de raisons, en fait, parce qu'on ne se connaissait pas avant, mais je crois qu'on partage un peu cette même idée de la comédie comme lieu pour dire des choses assez essentielles et assez importantes sur le monde, sur l'époque. Voilà, et c'est ce que j'admirais chez elle en tant que spectateur de ses stand-up, de sa série aussi, qui a beaucoup compté pour moi. Et c'est quelque chose qui... Voilà, donc il y avait cette idée que si elle acceptait le rôle, une fois qu'elle venait dans l'univers de mon film, on pouvait ensemble peaufiner ce personnage, comme s'il y avait une grande partie qui était déjà là et que tout ce qui restait à faire était certainement le plus passionnant et le plus profond. Et évidemment, il y a aussi ces deux frères, donc joués par Philippe Catherine et Bastien Bouillon. Malgré leurs problèmes familiaux, ils se dégagent vraiment de leur relation un véritable amour, en fait. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ce lien, finalement, fraternel? Alors moi, je considère vraiment les relations frères-sœurs, frères-frères, sœurs-sœurs, comme... surtout quand on est né dans une famille où les âges sont assez proches entre les naissances, je considère vraiment comme le lien le plus mystérieux, le plus fort
Je trouve que c'est un lien qui n'a rien à voir avec, avec la relation qu'un parent peut avoir avec un enfant, ou même que une personne peut avoir avec l'être aimé, qui est pourtant normalement un être qu'on choisit. Je trouve que c'est une relation qui est complètement inédite, et qui voilà, je pense qu'un frère, une sœur, c'est la personne qui nous connaît le mieux de la naissance jusqu'à nos derniers instants. Donc il y avait vachement pour moi d'enjeux dans le fait de traiter de ce sujet. Et quand il a été question de trouver un grand frère et un petit frère à Blanche Gardin, voilà, l'idée de Philippe Catherine est venue assez immédiatement. Et pourquoi, oui, tu me posais la question, pourquoi la fratrie? Bon, pour ces raisons, de cette importance-là. Et moi, je suis moi-même issu d'une famille où j'ai un frère et une sœur. Je suis le Colline Morel de la famille, je suis au milieu. Et voilà, et je trouvais aussi cette place très, très particulière, et encore plus particulière que celle de l'aîné ou du Benjamin. Et du coup, ton dernier film avant celui-là au cinéma, c'était Tout fout le camp, avec un rythme qui était quand même assez soutenu. Et ici, c'est beaucoup plus contemplatif. C'est important pour toi de varier les tons de film en film? Ouais, évidemment, je me pose pas la question avant de commencer un film. Là, sur celui-ci, il y avait quelque chose. Il y avait. J'aime bien dire que c'est un film que j'ai vraiment pensé dès l'écriture et jusqu'à la fin du montage, comme en deux parties, en deux mouvements, plutôt en deux mouvements, parce qu'il y a une continuité dans le film, et c'est très important pour moi, sans rupture brute. Mais il y a une première partie qui pourrait être clairement plus du côté de la comédie, une comédie qui serait contaminée par le drame, et plus une deuxième partie qui serait plus du côté du drame, mais qui reste contaminée par la comédie. Donc j'ai vraiment pensé le film dans cet équilibre-là, comme une partition musicale, en fait. Voilà. Après, ce qui a été assez troublant avec ce film-là, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue en dérochant le film, en fait. À savoir quand on déroche un film, on le fait dans l'ordre des séquences. Voilà, ça dure souvent sur un long métrage 2 à 3 semaines, et c'est toujours un moment pour moi très très angoissant, parce que on a eu l'expérience du tournage, on sait ou pas si le film c'est plutôt bien passé. Là, j'étais très heureux de l'expérience, mais il y a toujours l'incertitude, tant qu'on n'a pas fini le dérochage, de savoir qu'on a la matière pour raconter l'histoire qu'on avait prévue. Et là, donc, on a déroché dans l'ordre. Il y avait d'abord le Jura, et puis quand je suis arrivé à la première scène du Groenland, je me suis rendu compte que le rythme était complètement différent, ne serait-ce que dans le débit de parole des Inuits, dans la place qu'ils laissent au silence, dans la douceur de leur voix. Et je me suis dit, mais c'est fou, la première partie du film se devait d'être quand même assez rythmique, surtout dans la comédie. Et là, j'arrive au dérochage, et je vois cette première séquence où Oli et Martika découvrent Blanche. Et là, un rythme de parole que j'avais oublié, alors qu'on avait vécu 5 semaines avec eux et qu'on l'avait éprouvé. Mais là, je le redécouvrais. Et ce que je trouve très, très fort, c'est que finalement, ils ont, eux, imposé leur propre rythme à mon film, quoi. Et de manière insidieuse, et de manière, finalement, c'est très, très beau. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de ralentir, quoi. Voilà, de ralentir à une époque où ralentir est presque une impossibilité. Donc voilà, c'est presque quelque chose que j'ai accepté, et que j'ai comment dire, accueilli, plus que chercher à faire, quoi. Voilà. Mais ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur façon d'être au monde, et il fallait le respecter d'autant plus. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment ces deux parties. Nous, on l'a vraiment senti quand on a regardé le film. Et en fait, il y a vraiment tous les éléments de la première partie qui trouvent leur réponse dans la deuxième. Et du coup, ça fait vraiment comme un miroir, comme si tu ouvrais un livre et que tu avais les 2 pages qui se complétaient. Et on a vraiment ressenti ça dès qu'on est sorti de la salle pour le film. Donc je comprends totalement ce que tu veux dire par là. Du coup, d'ailleurs, tu aimes aussi créer des hybrides avec les formats. Mettre du documentaire dans la fiction et vice-versa. Qu'est-ce qui t'attire dans ces mélanges-là de formats?
Qu'est-ce qui m'attire? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est très important pour moi de faire rentrer le réel dans la fiction. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Sur ce film-là, ça s'est imposé parce que j'aime à dire que en tout cas pour la partie au Groenland, j'ai pas voulu faire un film sur les Inuits. J'ai voulu faire un film avec eux. Et pour faire un film avec eux, il faut accepter ce que je disais un peu tout à l'heure, leur façon d'être au monde, leur rapport à la nature. Et pour ça, le réel, le documentaire était un genre presque obligatoire. C'est-à-dire que le film mélange, en tout cas dans sa partie groenlandaise, de la tradition, un côté chamanique, un rapport presque mystique au monde, et en même temps, donc qui m'intéresse énormément, pour ce film-là, par rapport au sujet, et en même temps, je voulais ne pas mentir sur la place du capitalisme dans leur monde, dans leur quotidien. Donc il y a des scènes de fête dans le film qui ont été tournées vraiment de manière documentaire, où on voit, parce qu'on m'en parle souvent, des bouteilles de coca, parce que ça fait partie de leur quotidien. Ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette cohabitation qui faisait que en tout cas pour cette part du capitalisme dans mon film, je voulais pas l'embellir et je voulais pas la cacher. Donc il fallait qu'elle apparaisse de la manière la plus brute possible. Et du coup, c'est pas la première fois que tu tournes au Groenland. Tu as commencé à nous en parler, mais du coup, pourquoi avoir choisi d'y retourner là pour ce nouveau film? En fait, je me souviens très bien, c'était dans l'hélicoptère qui nous ramenait au premier aéroport, voilà, où on pouvait prendre un avion à l'issue du tournage du voyage au Groenland, que je me suis dit qu'il faudra vraiment, que je reviendrai, et que comme j'ai du mal à séparer la vie du cinéma, je m'étais dit que je reviendrais avec un film. Et j'ai mis 8 ans pas 8 ans à écrire, mais 8 ans à presque quotidiennement penser à ça. Et il a fallu 8 ans pour trouver le personnage et le sujet qui s'y prêtait. Et je crois que la chose qui m'a incité vraiment à revenir, puisqu'il est question de ça dans mon film, c'est le rapport à la mort et la question de la fin de vie, et la façon dont il traite de cette question, et qui me semble être une des questions, même en Occident, peut-être la plus essentielle en fait aujourd'hui, mais que je voulais pas traiter de manière occidentale, et donc j'ai repensé à des discussions qu'on avait eues lors de ce premier film avec Oli Martika, et de ce qui m'avait appris sur ce rituel de quand une personne est atteinte par une maladie, pour ne pas devenir un poids pour la communauté, elle prend la décision de finir sa vie comme le fait le personnage de Colin Morel dans le film. Donc il y avait vraiment cette idée de cette envie très forte de traiter de cette question de la fin de vie, mais de manière métaphysique, philosophique, et donc voilà, dans notre monde occidental, on nous empêche, on nous confisque notre rapport à la mort, alors que chez les Inuits, comme chez d'autres peuples ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et c'était très important pour moi de faire un film qui parlait de ce sujet-là, mais de manière, même si le mot peut paraître paradoxal, mais de manière lumineuse. Et du coup, là-bas, alors c'est une question très pragmatique, mais quel matos tu as utilisé pour tourner dans le grand froid comme ça? Et aussi, est-ce qu'il y a des éléments importants, primordiaux à avoir pour des tournages dans ces conditions-là? Heureusement, il y avait eu l'expérience 8 ans auparavant des films précédents, donc on était un peu préparé, un peu mieux. Mais ce qui est assez drôle, c'est que pour répondre un peu concrètement, on a travaillé avec des caméras vraiment de cinéma assez classiques, alors qu'elle est donc résistante au froid,
Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de travailler avec des caméras classiques de cinéma. Et donc, on avait travaillé avec des caméras plus dédiées au documentaire, justement. Et je me souviens à l'époque du voyage au Groenland, on avait fait des tests parce que voilà, il y avait très peu de précédents en fait de films de fiction tournés au Groenland. On avait fait des tests dans les frigos Picard et la caméra et le chef opérateur étaient sortis vivants du frigo. On s'était dit que c'est bon, on pouvait y aller, ça passe. Et là voilà, comme je dis, c'était voilà, on a travaillé vraiment avec des caméras, une Alexa en l'occurrence plus classique. Et voilà, il y a juste dans les choses à gérer, qui était déjà complexe dans le premier film. Et là aussi, malgré tout, c'est le moment, enfin, le passage de l'extérieur à l'intérieur. Parce que leurs intérieurs sont extrêmement chauffés. Et la caméra met un temps d'adaptation. Donc voilà. Et sinon, après, ça a été des galères, des difficultés liées au décor, à la fragilité de la banquise aussi, au réchauffement climatique en l'occurrence. Et donc, moi, je pensais tourner au début le film À couche de Socle. On avait tourné le film précédent. Pour des raisons matérielles, justement, on n'a pas pu tourner là-bas. Donc, on est tourné un peu plus au sud, un peu moins au nord, plutôt plus exactement, à Upernavik. Et en tournant Upernavik, je savais que la banquise serait fondue à cette époque-là de l'année. Enfin, en partie fondue. Et donc, on avait prévu de faire du bateau pour se rendre sur les décors, parce que moi, il y avait dans le film beaucoup de scènes qui se passaient sur la banquise, sauf qu'il y a eu une vague de froid assez terrible juste avant qu'on arrive, et le voyage en bateau qui devait durer 1 heure quotidiennement s'est avéré un chemin de croix, en fait, parce que la glace s'étant reformée, mais pas suffisamment pour qu'on puisse tourner dessus. Il fallait quand même faire ce voyage-là, mais en brisant la glace, où on slalomant entre les icebergs. Et il y a un plan qui dans le film auquel je tenais, qui montre exactement ce qu'on vivait au quotidien. Donc ça, je pense que c'était le plus dur, parce que on partait des fois en tournage, donc je vous dis parfois 3 heures à l'aller, voire 4 heures, et au retour, donc on tournait nos scènes. Et quand on revenait, comment dire, la glace était encore plus reformée, et on faisait des retours qui duraient, voilà, où on restait bloqué pendant 3 heures avant d'arriver au village. Enfin, c'était assez particulier. Il y avait un côté Werner Herzog un peu dans ce film. C'est clair. Et du coup, donc toi, ça y est, tu commençais à être habitué, mais il y avait aussi ton casting. Ouais. Et donc, comment ils se sont habitués à ces conditions-là, et comment tu faisais pour conserver l'énergie ambiante si jamais il y avait un peu des coups de mou par rapport à ces conditions? Ben, je dois dire qu'ils ont été, si on parle des comédiens, absolument exemplaires. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais plaints, alors que c'était vraiment des conditions très très dures. Et ils ont été... bon, voilà, je les avais prévenus avant le tournage. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Enfin, ils imaginaient, même si tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas trop savoir. Mais c'était... Donc, ils sont venus en sachant, quoi. Et c'est comme le reste de l'équipe, en fait. Moi, j'ai voulu... la partie Jura a été tournée avec une équipe plutôt classique en termes de nombre de personnes. On était une trentaine. Et sur le Groenland, c'était très important pour moi d'être en équipe très réduite. Donc on était 15 comédiens compris. C'était très important pour moi, parce qu'il n'y aurait eu rien de pire que d'arriver là-bas comme un colonial qui vient, voilà, faire avec son équipe. Voilà. Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'une équipe presque documentaire. Et je dois dire que ce qui a été très fort, c'est que que ce soit Philippe, Bastien et Blanche, ils faisaient partie de l'équipe au même titre que les autres, que les techniciens du film, qui sont des collaborateurs voilà, très fidèles aussi. Et ils portaient les caisses de la même manière. Enfin, il y avait quelque chose où on était une équipe, une entité en train de faire un film. Et ça m'est jamais arrivé autant. On dit souvent que parfois l'expérience du tournage se mélange avec la fiction. Mais là, pour le coup, ça n'a jamais été aussi vrai, quoi. Et du coup, pour le début de ton scénario, parce que tu nous parlais de la notion sur la mort,
Qu'est-ce qui est venu en premier? Ce sont les personnages ou justement cette idée de parler de la vision de la mort? Alors moi, je me méfie tout le temps des films qui naissent d'un sujet, quoi, en fait. Je trouve que, en tout cas, en tant que spectateur, je trouve que ça fait presque systématiquement des mauvais films. Enfin, c'est en tout cas des films qui m'intéressent pas, parce que c'est pas ça le cinéma. En fait, moi, j'écris toujours avec des prises de notes très très différentes. Et à un moment, il y a un moment, comme tu le dis très justement, il y a un personnage qui naît. Et c'est ce personnage qui va m'amener à des endroits souvent insoupçonnés. Et je me laisse porter par le personnage. C'est vraiment comme ça que j'ai écrit le film. Donc il y avait l'idée de la fratrie, l'idée de la fin de vie, l'idée d'une femme, personnage principal, l'idée de revenir au Groenland. Tout ça à un moment, c'est resserré autour du personnage de Colin Morel et le récit a découlé vraiment Enfin, pour moi, un film, un récit commence vraiment à exister quand je commence à comprendre le personnage, quoi, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Une question qui n'a rien à voir avec tout ça, mais nous, ça nous tenait à cœur. On a vu que tu as fait une fiction audio, du coup, qui s'appelle Kepler 452b. Et nous, c'est un format qui nous a toujours fascinés. Donc, on voulait savoir un peu ton rapport à l'écriture pour ce type de fiction et quelle est la différence finalement avec des fictions filmées? Oui, c'est une bonne question. Alors ça date il y a quand même pas mal d'années maintenant. Mais pendant quelques années, pour gagner ma vie aussi, j'écrivais des fictions pour France Culture, en fait, et ça en a fait partie. Et c'est un format que j'adore, en fait, parce qu'il faut... c'est à la fois, bon, c'est très banal ce que je vais dire, mais c'est à la fois un espace de liberté, parce qu'on peut raconter des choses par le son sans avoir à en passer par 50 figurants, des cascades, enfin bon voilà. Et donc ça coûte pas beaucoup d'argent et comment dire, l'imaginaire peut travailler d'autant plus fort. Et en même temps, il y a un côté assez frustrant aussi parce que l'intérêt que je porte au cinéma est tellement fort que il y a comme une frustration. Mais par contre, je trouve que c'est aussi une façon de mettre en scène, en fait, de faire de la mise en scène que de faire des fictions radio. Donc ça m'a beaucoup appris et je crois que ça a affûté mon rapport au son au cinéma, quoi, en fait. Mon rapport au montage son. Sur ce film-là, je voulais absolument pousser au maximum toute la post-production du film, et en particulier le travail sur le son. Donc il y a eu un travail très très long de montage son, de mixage, de musique aussi, une collaboration avec Ensemble Zéro qui fait la musique du film, très, très, très dense, très intense. Et ça, je crois, oui, que certainement, ça vient aussi de ce passif dans la fiction sonore. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou un souvenir de tournage à nous partager? Quand je repense au tournage, je repense à ce que j'ai raconté tout à l'heure, à ces allers-retours titanesques, sur la banquise. Je rêve encore la nuit de ce son de brise-glace. Donc, mais je pense que ce qui restera quand même comme quelque chose de très fort, c'est parce que j'y pensais dès le premier jour de tournage dans le Jura, c'est d'être prêt pour la scène de fin de mon film. Et donc on l'avait prévu assez tard dans le tournage du Groenland. Et quand elle est arrivée, on était tous prêts, quoi, en fait. Et c'était très beau de voir une équipe, des comédiens, Blanche, Philippe, Bastien, prêts à livrer le maximum d'émotions pour cette scène de fin, quoi. Donc j'ai vraiment le souvenir précis de cette communion sur le plateau, dans ce décor où on avait prié pour qu'il y ait une météo qui soit en accord avec l'état d'âme du personnage. Et tout était réuni, c'était là, et c'est des moments absolument forts, quoi. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous.